Voici donc un exemple de partie avec le jeu Game of Law, tribunal judiciaire. Ce n'est qu'un exemple parce qu'ici on suppose que le défendeur se constitue, donc la procédure est contradictoire. On suppose que le demandeur enrôle son assignation dans les délais, donc pas de caducité de l'assignation, et que les parties respectent le calendrier de procédure. Et à la fin, elles plaideront toutes les deux. Vous verrez que ça peut ne pas se passer comme ça, mais je vous laisserai le découvrir à la lecture de la règle. En début de partie, par construction, on met deux joueurs, primus et secundus, car quand on parle latin, cela fait intelligent. Le premier qui assignera sera le demandeur et l'autre le défendeur. Ça pose d'ailleurs un problème parce que vous verrez qu'en général, le demandeur marque plus de points que le défendeur. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire plusieurs parties à la suite et de cumuler les points. En début de partie, chaque joueur reçoit 7 cartes, ce qui est sans doute beaucoup. On verra s'il faut ajuster cela. À chaque tour, c'est un jeu par tour, chaque joueur peut jouer une, plus rarement plusieurs cartes, et il complète sa main pour en avoir toujours 7. Ou bien il peut échanger tout ou partie de sa main, ou encore ne rien faire. Il y a des moments de la procédure où, comme on dit, aucune diligence n'incombe aux parties. Par construction, et parce qu'il ne fallait pas faire un primitif trop long, la partie ne peut durer plus de 52 tours. En fait, elle dure beaucoup moins. Grosso modo, un tour, c'est une semaine. Si jamais vous réussissez à épuiser le paquet de cartes, peu probable, vous prenez la pioche et vous faites un nouveau paquet. Commençons donc par assigner. Si vous allez voir dans ce beau document qu'est la Golopédia, ceci est inspiré de Wikipédia bien sûr, mais aussi d'un certain nombre de jeux comme le jeu Civilisation qui vous propose une Civilopédia qui est en fait une espèce d'aide en ligne. Si vous regardez la Golopédia qui est dans la règle du jeu et qui est aussi disponible séparément sur le site recettes de procédure, vous voyez que pour tous les actes, notamment pour l'assignation, il y a, en réalité il y en a plus dans la règle, mais là j'ai gardé 3 rubriques, les conditions dans lesquelles on peut jouer la carte, la suite, les conséquences si on veut, et puis surtout ce qu'on va entrer dans le plumitif. Alors pour ne pas prolonger trop la vidéo, je ne vais pas tout lire, mais en gros l'assignation c'est bien entendu l'acte qui commence la procédure en matière civile, et c'est un jeu encore une fois très limité, donc il n'y aura qu'une procédure, donc une seule assignation. À partir de là, on va le voir, le défendeur devra se constituer dans les 2 tours de l'assignation, sinon ce sera une procédure par défaut, et par ailleurs, et ça c'est très important, il y a lieu à prendre une date avec le greffe, c'est-à-dire à fixer avec lui la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience d'orientation. Donc c'est prévu, vous allez voir dans un instant, l'audience d'orientation va être fixée d'emblée, et par rapport à cette date, il faudra enrôler au moins 2 tours avant l'audience d'orientation. Donc, vous allez devoir ensuite marquer tout un tas de choses dans le plumitif. C'est un peu ennuyeux à lire, donc je vous montre tout de suite ce qu'il en est. Voilà, le plumitif, c'est un tableau Excel, et je vous conseille de l'utiliser dans le cadre du logiciel Excel, dans lequel vous allez noter au fur et à mesure tous les actes et les conséquences des actes que vous allez faire. Ce qui est intéressant avec Excel, c'est que vous verrez que les mentions à indiquer vous sont proposées à l'avance. Il y a une liste déroulante et ça évite de les écrire à la main. Sinon, on peut faire ça avec un papier et un crayon, mais c'est quand même beaucoup plus ennuyeux. Alors, voyez, là j'ai supposé que la carte assignation est posée par secundus. Alors c'est important d'être conscient de ça parce que, en fait, le plumitif n'enregistre que ce qui se passe à partir de l'assignation. Mais là, il s'est peut-être passé plusieurs tours avant que l'une des parties assigne. Et là, bon, dès que vous avez une assignation, vous avez en principe intérêt à assigner. Là, on pourrait raffiner la stratégie parce que les assignations rapportent un certain nombre de points d'argumentation.
et vous pourriez préférer attendre d'avoir une assignation, par exemple ici avec plus de 3 points d'argumentation. PA, ça veut dire point d'argumentation. Donc là, qu'est-ce que j'enregistre? Eh bien, au tour numéro 1, puisqu'encore une fois, on ne compte que à partir de l'assignation, et on coche d'ailleurs avec une petite croix le tour numéro 1, eh bien, le demandeur qui ici est Secundus, on ne va pas croire que le demandeur c'est systématiquement Primus, hein, rentre la mention assignation et il saisit, comme on dit, le nombre de points d'argumentation. Comme ça a été indiqué, dans les 2 tours qui suivent, et là vous regardez la colonne calendrier, le défendeur devra se constituer. Alors c'est écrit d'une manière abrégée, des plus petits ou égal que constitution, vous pouvez considérer que en réalité ça veut dire la constitution doit intervenir avant, D comme délai, cette date avant ce 3e tour. Et puis par ailleurs, vous voyez que dans la colonne greffe, on a fixé, ça c'est par convention, 6 semaines après, donc 6 tours après, l'audience d'orientation. Par rapport à sa date d'orientation, 2 semaines avant, pardon, il faudra que l'une des parties enrôle. On verra que c'est en général le demandeur qui a intérêt à enrôler, mais chacune des parties peut enrôler. Et c'est pour ça que vous avez dans la ligne 5, colonne calendrier, des plus grands ou égal, ici, et ensuite enrôlement. Pourquoi? Parce que vous pouvez éventuellement enrôler avant. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a écrit plus grand ou égal. Enfin, vous verrez ensuite, ça devient assez intuitif. On suppose donc ici que la procédure est contradictoire, c'est-à-dire que le défendeur se constitue, donc il joue la carte constitution, et là, vous voyez, encore une fois, les conditions, les conséquences, et ce qu'il y a dans le plumitif. Là aussi, par convention, parce qu'en réalité, en pratique, c'est pas évidemment comme ça que ça se passe, on va attendre que le défendeur ait pu se constituer pour permettre l'enrôlement. Autrement dit, on ne va pas autoriser, on le verra dans un instant, un enrôlement tout de suite de la part du demandeur, ce qui compliquerait la gestion de la procédure. Et là, dans le plumitif, c'est très simple, on met simplement la constitution. Alors vous voyez que là, je l'ai mis au 3e tour, donc c'est... on est à la limite, oui, mais enfin, on est dans le délai, hein, toujours. On suppose que au tour numéro 2, il ne s'est rien passé. Enfin, plus exactement, il est possible que les parties aient essayé d'améliorer leur jeu, et en tout cas, on peut penser ici que le défendeur a dû chercher une carte constitution parce qu'il n'en avait pas. Ça peut être aussi un conseil de jeu. Vaut mieux au départ avoir une petite carte constitution dans son jeu, surtout quand on ne sait pas qui va assigner, parce que c'est un petit peu le problème. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, ensuite, c'est l'enrôlement. Alors, c'est en principe, en pratique, le demandeur qui a intérêt à le faire, mais chacune des parties peut le faire. Bon, il faut se rendre compte que s'il n'y a pas d'enrôlement dans le délai, l'assignation va être caduque. Ça peut arranger le défendeur. Et puis aussi, le défendeur, sa stratégie, c'est quand même de prolonger au maximum la partie. Alors que le demandeur, sa stratégie, c'est de la raccourcir au maximum. Donc là, comme je vous l'ai indiqué, soit le défendeur s'est constitué, soit le délai qui lui était imparti, les 2 tours, sont expirés. Là, on sera dans une procédure par défaut, mais attention, il faut quand même que le demandeur enrôle. Ensuite, on va le voir, on arrive à partir du moment où il y a enrôlement, vraiment, le juge est saisi, et on va avoir le calendrier de procédure qui est expliqué ensuite dans le plumitif. Et là, vous allez avoir pas mal de choses à noter dans ce magnifique plumitif. Alors détaillons un peu, bon, il y a toujours l'historique de ce qui se passait, de ce qui s'est passé, et ça c'est utile pour la gestion de
du jeu, parce que ça vous permet de garder une trace, notamment de ce que vous avez fait. Et alors vous voyez, dans la colonne calendrier, il y a pas mal de choses qui ont poussé. C'est en gros ce qu'on appelle un calendrier de procédure. À la ligne 11, pièce du demandeur. À la ligne 15, donc vous voyez 4 tours après, conclusion et pièce du défendeur. Et à la ligne 19, conclusion en réponse du demandeur, et normalement la clôture de la mise en état est prévue pour le 23e tour, c'est-à-dire encore 4 tours après. Attention, ça ce sont des délais de calendrier de procédure, et ça peut être modifié, on le verra, en ce qui concerne la réalisation concrète des actes. Bon, j'ajoute que c'est un calendrier de procédure usuel, grosso modo. On va dire qu'on est dans le cadre d'une mise en état, mais là vous verrez que le jeu est un petit peu faussé, en ce sens qu'il ne gère pas notamment la compétence spécifique du juge de la mise en état. Bon, c'est dans un but de simplification. On pourrait aussi dire que le jeu, c'est ce qu'on appelle un circuit court en matière de gestion de l'instance, c'est-à-dire que il n'y a qu'un échange de conclusions. Bon, là aussi, dans la réalité, on peut échanger beaucoup plus de conclusions, on peut déposer plusieurs fois des pièces, mais ça pourrait vous faire un jeu qui serait totalement une usine à gaz. C'est aussi intéressant, voyez-vous, de vérifier si le jeu correspond ou non à la réalité. Ça fait partie de l'apprentissage qui résulte de la consultation régulière de la règle du jeu. Donc, normalement, le demandeur doit communiquer ses pièces. Il est à noter qu'il ne le fait que si la procédure est contradictoire, parce que sinon, il n'y a personne en face. Donc, le demandeur a 4 tours après l'audience d'orientation pour déposer ses pièces. En général, il peut les déposer bien avant. Vous voyez au passage que la carte pièce comporte aussi bien les règles à appliquer pour le demandeur que pour le défendeur. Mais pour le moment, je ne parle que du demandeur. Normalement, donc, il y a un délai. Si le demandeur ne dépose pas de carte pièce dans le délai, eh bien, une ordonnance de clôture peut intervenir, et à ce moment, le jugement sera nécessairement défavorable au demandeur. Donc ça veut dire que le défendeur a intérêt à ce moment à faire clôturer, et il gagne. Bon. Encore une fois, en pratique, il y a pas mal de cartes pièces, et le demandeur aura souvent largement le temps de déposer ses pièces. Alors, qu'est-ce qu'on fait dès lors que c'est le demandeur, je rappelle ici, qui dépose ses pièces? Eh bien, dans la colonne demandeur, on a une carte de plus, vous voyez à la ligne 8, c'est la carte pièce. Au passage, plusieurs tours se sont écoulés, des tours pendant lesquels il ne s'est rien passé, aucune pièce n'a été déposée, aucune carte, pardon, n'a été déposée, sans doute parce que les joueurs n'avaient pas les cartes nécessaires. Ensuite, c'est au défendeur à conclure et déposer ses pièces en même temps. Donc là, on peut aller rapidement sur un certain nombre de points, mais insister sur 2 cas particuliers. Alors, première remarque, ici on impose, ce qui n'est pas aussi strict en réalité, au défendeur de déposer à la fois une carte conclusion et une carte pièce. Et alors, ce qui est important, c'est que dans ces conclusions, le défendeur peut faire valoir des moyens, enfin il fait toujours valoir des moyens, mais en particulier ces moyens procéduraux que sont les nullités et les fins de non-recevoir éventuelles. Alors là, le jeu est très très limité parce qu'il ne donne qu'un exemple de fin de non-recevoir, c'est la prescription, et concernant la nullité, bon, ce qui est implicite, c'est que c'est la nullité de l'assignation. Mais en fait, ça n'a pas tellement d'importance, parce que ce qui importe, c'est que ces moyens
purement et simplement entraîner la perte du procès par le demandeur, et donc il va falloir que celui-ci réagisse, on le verra, en mettant lui-même une carte nullité ou une carte prescription. Ici encore, un cours complémentaire serait bienvenu, parce que franchement, tout cela est un petit peu simplifié par rapport à la réalité, notamment, je l'ai déjà dit, mais je le répète, on ne tient pas compte de la compétence d'ailleurs exclusive du juge de la mise en état, on met tout dans le même panier. Mais il s'agit de faire comprendre et acquérir des réflexes, et pas véritablement d'apprendre la procédure, ce qui ne peut se faire qu'avec un bon manuel, ou, disons-le, avec le code. Alors, ça va se traduire comment, ça ? Je suppose ici que le défendeur a une carte prescription. Alors, il ne va pas se priver de la mettre, on ne va pas lui donner une carte nullité, et alors du coup, il faut aussi qu'il mette ses pièces, c'est pour ça que vous voyez apparaître les rubriques concernant chacune de ces trois cartes, conclusion, pièce et prescription, et voilà ce qu'on va avoir dans le plumitif. Donc j'arrive encore une fois, on a tout le passé qui est retracé, mais j'arrive à la ligne 11. Alors il se trouve que la ligne 11, dans le calendrier, vous avez pièce du demandeur, mais là on s'en fiche, c'était la date qui était prévue au départ, ça n'a plus d'importance. Et dans les colonnes qui appartiennent au défendeur, on constate quoi? On constate qu'il a bien déposé ses conclusions et pièces, et, passage, on verra que c'est important, il a des points d'argumentation de 6. Autrement dit, comme pour le moment, l'assignation ne rapportait que 3, c'est le défendeur qui gagne. On va voir, hein, parce que c'est pas fini. Et donc, dans la colonne prescription, on note prescription pour se souvenir du fait que le moyen a été soulevé. Eh bien, le demandeur va pouvoir conclure en réponse. C'est-à-dire que je pense à quelque chose, je reviens en arrière, et oui, parce que n'oublions pas une chose, c'est que le défendeur peut ne pas conclure. Or, si le défendeur ne conclut pas, dans les 8 tours après l'audience d'orientation, avec une carte pièce, eh bien, le demandeur pourra faire clôturer. Ça m'est revenu à l'esprit en voyant ici les règles concernant les conclusions, et vous voyez dans les conditions, il faut descendre au 3e paragraphe, concernant le demandeur. Je rappelle que le demandeur a exposé ses prétentions et moyens d'assignation, qui, rappelons-le, vos conclusions. Donc, il conclut en réponse uniquement s'il y a quelque chose à quoi répondre. Autrement dit, si le défendeur n'a pas conclu, il n'y aura pas de conclusion en réponse. Il peut conclure en réponse 12 tours après l'audience d'orientation. Et s'il ne le fait pas, le défendeur pourra faire clôturer, ou n'importe qui pourra faire clôturer, mais là, peut-être que le défendeur y aura intérêt. Alors, point important, dans la mesure, et c'est ce que j'ai choisi dans l'exemple, où le défendeur a déposé une carte, ici prescription, mais ça pourrait être nullité, ça pourrait être les deux, hein, d'ailleurs. Eh bien, le demandeur doit couvrir cette nullité ou faire rejeter ce moyen de prescription en déposant la même carte. Autrement dit, ça peut paraître bizarre, mais ici, le demandeur va déposer une carte prescription. Ça ne veut pas dire qu'il souhaite qu'on juge que c'est prescrit, ça serait ballot, mais au contraire qu'il couvre la prescription, qu'il montre qu'elle n'est point expirée. Voilà à nouveau la carte prescription qui apparaît. Vous remarquez ici, pas de pièce communiquée, puisque ça a été fait antérieurement, non pas avec l'assignation, mais en annexe, enfin, après l'assignation. Donc on ajoute ici, conclusion-réponse 2, aïe. Alors, vous verrez que les conclusions-réponses, et là je vais sûrement me tromper dans l'exemple, elles ne comptent en termes de points d'argumentation que pour la moitié des points. Alors, il faut faire attention à ne pas vous tromper, parce que
ici je me souviens plus, puis ça n'a pas une grande importance d'ailleurs, si le 2, c'est les points qui étaient sur la carte, ou les points divisés par 2. On le retrouvera dans le cadre du calcul des points, parce que l'idée c'est qu'il ne faut pas diviser 2 fois par 2 quand même. Alors, il me semble d'ailleurs qu'ici, c'est peut-être mieux de noter exactement le chiffre qui est sur la carte, et de ne pas diviser tout de suite. Et puis, heureusement parce que ça permet de développer davantage d'exemples, le demandeur avait une carte prescription, donc il la joue ici. Et à partir de là, on peut clôturer. Alors, vous voyez, il y a ici toutes les conditions dans lesquelles le jeu permet l'ordonnance de clôture. On avait dit qu'elle pouvait au départ être fixée au plus tard 16 tours après l'audience d'orientation. Il y a le cas où la procédure est par défaut, mais dans notre cas, si la procédure est contradictoire, eh bien, dès lors que les deux parties ont conclu, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Donc, on peut clôturer. Je ne sais pas dire si c'est bien expliqué correctement ici. Si, voilà, c'est parfaitement bien expliqué. Donc, très souvent, c'est le demandeur qui veut faire clôturer parce que, encore une fois, il a intérêt à ce que la procédure soit la plus courte possible. Alors attention, l'audience de plaidoirie aura nécessairement lieu le tour suivant l'ordonnance de clôture. Donc vous avez intérêt à avoir une carte plaidoirie, sinon ce serait, comme on dit, ballot. Voici ce qu'on note sur le plumitif. Vous avez l'ordonnance de clôture qui est mentionnée, vous voyez d'ailleurs à deux endroits, à la ligne 17. C'est Secundus, le demandeur, qui a joué la carte ordonnance de clôture. C'est important de jouer la carte parce que ça rapporte un point. Et par ailleurs, on note dans la colonne greffe qu'il y a clôture à cette date-là. Et on indique dans la colonne calendrier, avec ici un signe égal, voyez-vous, que au tour suivant, il y aura l'audience de plaidoirie. Et alors, pour la plaidoirie, on suppose qu'il y a une plaidoirie, puisque vous savez peut-être que il y a aujourd'hui des procédures sans audience, mais là, on va se payer une audience quand même. Eh bien, là, celui qui a une carte de plaidoirie va la jouer, celui qui n'en a pas va pas la jouer, étant entendu, bien entendu, que si la procédure était non contradictoire, bah, le défendeur ne peut pas plaider. Hein. Si vous n'êtes pas constitué, vous ne pouvez pas plaider d'ailleurs. En fait, vous n'êtes pas là, il faut bien le dire. C'est facultatif de plaider. Si vous ne plaidez pas, ben, vous n'aurez pas les points d'argumentation. Vous aurez fait un simple dépôt de dossier, vous n'aurez pas les points d'argumentation liés à la carte plaidoirie. Là aussi, en termes de stratégie, quand vous échangez des cartes, vous pouvez essayer de gagner des cartes plaidoirie avec des points supplémentaires. Le jugement, au plus tard, après la mise en délibéré, interviendra 10 tours après l'audience de plaidoirie, mais on verra que l'une des parties peut déposer une carte jugement avant, si elle a intérêt à raccourcir la procédure. Voilà le plumitif. Bon, ici c'est de plus en plus petit évidemment, mais on voit quand même que la plaidoirie du demandeur lui a rapporté 3 points et que celle du défendeur lui a rapporté 5 points. On devine un peu quel va être le sort du procès, mais vous verrez que ça n'est pas le seul moyen de calculer les points. Donc, à partir du moment où l'audience de plaidoirie a eu lieu, le demandeur et le défendeur, si c'est constitué, peuvent déposer une carte de jugement. Si personne ne le fait, ça interviendra 10 jours après l'audience de plaidoirie. Donc, voilà ce qu'on doit avoir
Alors, oui, là, il y a juste la carte jugement, mais ça ne figure pas sur le primitif ici. Normalement, on devrait avoir dans la colonne calendrier, puisque la plaidoirie a eu lieu finalement, vous voyez que c'est plus difficile à lire ensuite parce que les délais s'enchevêtrent. La plaidoirie a lieu au tour 18, donc au plus tard au tour 28, il y aurait eu automatiquement un jugement. Alors voici, pour terminer, le calcul des points. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué et je serais d'ailleurs intéressé par le fait que vous m'indiquiez si le mode de calcul est incompréhensible et de plus ou moins pratique. Si vous utilisez la feuille Excel, vous verrez que vous n'avez qu'à remplir les cases qu'on peut remplir, parce que les autres sont verrouillées. Donc, idée générale, on compte le nombre de cartes que chaque joueur a joué, et en principe, chaque joueur va marquer des points en fonction du nombre de cartes. C'est ce qu'on appelle les points de procédure. Mais vous voyez que tout ça est tempéré, c'est-à-dire que si, par exemple, c'est simplement un exemple, l'assignation est caduque ou nulle, eh bien, le demandeur ne marquera pas de point de procédure. C'est pas très gentil pour lui, mais c'est normal, hein, quand même, c'est un manque de diligence de sa part. Il y a des cas aussi très particuliers, mais je vous renvoie à la règle pour ça. S'il y a eu nullité et prescription, enfin, plus exactement, si on est ici, les cartes nullité et prescription ne sont pas comptées. Ce sont des accessoires des cartes conclusion. Ensuite, on additionne les points, et vous voyez donc ici, point d'argumentation pour le demandeur, assignation 3, conclusion 2, alors ensuite je vais y revenir, vous allez voir pourquoi, plaidoirie 3, total des points d'argumentation, 3 plus 2, 5 plus 3, 8, oh, ça marche pas. Ici, ça marche parce que je vous rappelle qu'ici, les conclusions-réponses, les points de conclusion-réponse doivent être divisés par 2. L'idée, c'est que dans des conclusions-réponses, votre argumentation est toujours plus faible que ce que vous avez déjà dit dans l'assignation. De l'autre côté, le défendeur a réussi à cumuler 11 points. Lui, on ne divise pas par 2 les conclusions. Donc, ça fait 4 points de différence. Avantage au défendeur, il marque 4 points. C'est les points de gain du procès. Encore une fois, tout ça doit se calculer automatiquement si j'ai bien fait ma feuille Excel. Vous avez ensuite donc le jugement, et c'est là où on voit 4 points pour le défendeur, 0 pour le demandeur. Et alors on calcule ensuite des points de célérité, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici la partie a duré 21 tours, il suffit de prendre le dernier tour, et c'est par rapport à une durée de 15. Si on est à moins de 15, le demandeur a des points en plus, parce qu'il a traité le dossier rapidement. Si c'est le contraire, il a des points en moins, ou plus exactement, le défendeur, acquiert des points de célérité. Quand on additionne tout, on voit que ça ne fait que 7 points pour secundus, le demandeur, et 14 points pour le défendeur. Ça tient à la longueur du procès et au fait que ici le procès a été gagné par le défendeur. Vous verrez que ça change d'une partie à l'autre, et j'aimerais bien que vous me disiez éventuellement si finalement ça vous paraît équilibré ou totalement déséquilibré. Je vous remercie de votre attention.